Donc, bonjour à toutes et à tous, chers clients Erika Pluriel et également adhérents du MEDEF qui nous font le plaisir de la participation aujourd'hui pour cette toute première réunion web Erika Pluriel. Alors, on était plutôt habitué à organiser des réunions physiques, mais il faut bien s'adapter aux contraintes actuelles. De toute façon, bon, c'est un format d'avenir que l'on reproduira sûrement dans le futur, même lorsque l'on aura retrouvé des conditions normales de vie. Comme c'est une première, je vous remercie par avance de votre indulgence si des petits couacs techniques surviennent. Donc, comme nous, vous avez été, depuis le début de la crise, été noyé d'une masse considérable d'informations qui venaient de toutes parts, qui n'étaient pas toujours justes et vérifiées, ou qui évoluaient parfois de jour en jour, qui parfois aussi étaient contradictoires avec de précédentes annonces faites. Donc, de notre côté, conscient des enjeux qui se présentaient à vous et à nous, on a voulu rapidement, dès les premières heures du début de la crise, vous proposer une vision globale et complète de chaque dispositif mis en place, une actualisation réactive et régulière de ces dispositifs sur la base uniquement de communication officielle, pas de on dit, pas de on pense que, et une assistance réactive quant à la mise en œuvre de ces dispositifs. Pour cela, nous avons maintenu l'intégralité de nos. Nous avons communiqué au maximum à chacun de vous. Nous avons diffusé régulièrement des circulaires et on a également mis en place une page dédiée sur notre site ericapuriel.fr. Et on vous propose aujourd'hui cette réunion web pour se poser un peu, faire le point sur ce séisme en fait, d'une ampleur inouïe, de toutes les aides qui sont aujourd'hui à disposition, de refaire donc un tour synthétique sur ces différents dispositifs et également en fait de se projeter sur l'après-crise, la sortie du confinement. Donc je vais passer, si vous le voulez bien, sur la présentation du groupe Erika Pluriel parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui à dire. Donc moi, je suis Olivier Boulbès, je suis expert comptable associé au cabinet Erika Pluriel Sud du bassin d'Arcachon. Et pour cette présentation, je suis entouré de 4 spécialistes du groupe. Tout d'abord, Cédric Parent. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors Cédric est expert comptable associé chez Erika Pluriel Nord-des-Landes et Sud-Gironde. Depuis le début de la crise, Cédric identifie pour nous et analyse chaque aide fiscale, aide sociale pour les indépendants et également subventions mises en œuvre et qu'il nous déroulera dans un premier temps. Nous sommes également avec Clémence Contant. Bonjour Clémence. Bonjour à tous. Qui est consultante chez Erika Pluriel, spécialiste en gestion d'entreprise. Clémence nous présentera ensuite dans un deuxième volet les aides financières et la stratégie à aborder en matière de trésorerie de reprise de l'activité. Nous avons également parmi nous Johanna Louis. Bonjour Johanna. Donc, qui est juriste et responsable du pôle ressources humaines chez Erika Pluriel, qui abordera donc les aides sociales. Et nous sommes enfin avec Christophe Caron. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Qui est expert comptable et associé, spécialiste dans le pôle consulting et restructuring, entreprises en difficulté chez Erika Pluriel. Christophe abordera la situation des entreprises en difficulté dans la perspective de la crise actuelle. Alors, vous êtes libre pour le suivi de cette présentation. Ainsi, si par exemple ce sont uniquement les 2 premiers volets qui vous intéressent, vous pourrez tout à fait en toute liberté vous déconnecter ensuite. Vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Vous êtes chez vous. Pour cette présentation, on avait initialement communiqué sur une durée d'1 heure, mais bon, vu la masse d'informations quand même qu'on a à vous donner, on essaie de faire quand même le plus synthétique, mais il faut plutôt envisager un format de 1h20, 1h30 maximum. Vous avez la possibilité de nous poser des questions donc par le biais du chat. Donc n'hésitez surtout pas à avoir recours, il n'y a pas de problème. Bon, en revanche, compte tenu du nombre de participants, vous êtes près de 200.
normalement prévu aujourd'hui. Vous comprendrez aisément qu'on ne pourra pas prendre non plus toutes vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est qu'on sélectionne 2-3 questions que vous pourrez nous poser, que l'on posera à chacun des spécialistes à la fin de sa présentation. Pour toutes les autres questions, rassurez-vous, nous regrouperons toutes vos questions avec les réponses associées dans une foire aux questions-réponses qui sera pour le coup mis à disposition sur notre site ericapuriel.fr au niveau de la page dédiée sur la crise, où on mettra aussi à disposition le présent webinaire que nous sommes en train de faire. Il sera disponible donc en replay. Et enfin, votre interlocuteur expert comptable Eric Capuriel est toujours à votre disposition pour vous aiguiller au mieux dans vos aides et votre assistance. Alors, je vous propose de débuter avec la présentation des aides fiscales, subventions, aides sociales pour les indépendants avec Cédric Parent. Cédric, je te remercie. Je prends la parole donc. 200 participants, c'est pas mal, hein, autant se le dire, c'est quelque chose d'assez intimidant tout de même. On va tâcher d'éviter les balbutiements, les lapsus, etc. Il faudra les pardonner s'ils arrivent, c'est pas impossible. Bon, il y a pas mal de choses à se dire, hein. Il y a beaucoup de volume. Olivier parlait d'un temps d'intervention de l'ordre d'une heure, 1h30. Je suis désolé, je risque de prendre les 3/4 de cette disponibilité. Je plaisante, Olivier, je plaisante, c'est une blague. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à se dire. Bon, je commence. Donc, sur ces aides qui sont spécifiquement dévolues aux indépendants, donc aux travailleurs non salariés principalement, et plus accessoirement aux présidents de SAS, aux gérants minoritaires assignés salariés. Je commence avec une aide qui est l'arrêt de travail. L'arrêt de travail pour la garde d'enfants qui sera déployé de façon plus large tout à l'heure par Johanna Louis, qui est une aide dévolue aux personnes qui vont s'arrêter de travailler pour garder leurs enfants de moins de 16 ans. Les dirigeants d'entreprise peuvent y prétendre à cette aide-là. Alors, ce n'est pas toujours pertinent d'aller la débloquer, celle-ci. Vous allez voir, j'ai un débit qui est assez alimenté. J'essaie de me freiner parfois, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours pertinent d'aller la débloquer, cette aide, parce que dès lors qu'elle dépasse 800 €, elle va mettre fin à l'aide de 1 500 € qui est débloquée dans le cadre du fonds de solidarité. Donc, c'est une mesure à avoir, soit celle-ci, soit l'aide des 1 500 €. Ensuite, j'aborde une aide qui est accordée par l'URSSAF. Donc, je vais m'adresser aux personnes qui sont affiliées à la sécurité sociale des indépendants ou alors aux professionnels libéraux qui versent leur cotisation à l'URSSAF. Avoir la possibilité, je vais même constater le report des cotisations URSSAF. Là, on est tous au courant. Il faut avoir bien à l'esprit, les échéances des mois de mars, avril, mai ne sont pas prélevées. Il y a un report, ça nous laisse la possibilité de garder la tête hors de l'eau au plan de la trésorerie. Mais attention, ces versements-là, il va falloir les effectuer d'ici la fin de l'année 2020. Donc, il faut bien le prévoir dans le budget de trésorerie. C'est hyper important. On va tomber ces cotisations sociales-là. Ce n'est pas une exonération, c'est un report. Si le report n'est pas suffisant, si on se dit qu'on n'y arrivera pas au plan de la trésorerie, on a toujours la possibilité de se dire qu'il faut abaisser le montant des acomptes que l'on paye à l'URSSAF. Alors, je vais abaisser le montant des acomptes si je pense que le montant de mes revenus pour l'année 2020 sera inférieur à ce qu'étaient mes revenus finalement pour l'année 2019. Sur les revenus de l'année 2019, qui servent de base de calcul des acomptes que je verse sur l'année 2020. Donc, si le revenu 2020 est inférieur à 2019, je vais pouvoir jouer sur le montant des acomptes que je suis en train de verser. Et donc là, je vais pouvoir jouer véritablement sur le montant. Hein. C'est une bouffée d'oxygène potentielle au niveau de la trésorerie. Donc ça, ceci dit, c'est des aides, mais ce n'est pas véritablement une subvention, on ne vous donne pas de l'argent. Là, je vais aborder deux autres aides qui sont débloquées par l'URSSAF, par la Sécurité sociale des indépendants, qui, elles, consistent en une véritable subvention. La première de ces aides, c'est l'aide financière exceptionnelle de l'action sociale. Alors, les deux aides que je vais évoquer là sont débloquées par la CPSTI, ou par le CPSTI, qui est le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants. L'une des aides a un caractère automatique, l'autre n'est pas du tout automatique et est d'ailleurs débloquée à la discrétion complètement de la sécurité sociale des indépendants. Je commence par celle-ci, par celle qui n'est pas automatique. Donc, c'est une aide qui consiste en une exonération de cotisations sociales, totale ou partielle, de cotisations URSSAF, totale ou partielle, ou en déblocage d'une somme de 500
à 1 000 euros. La condition, c'est qu'il faut être affilié à la Sécurité sociale des indépendants et qu'il faut l'être affilié avant le 1er janvier de l'année 2020. Autre condition, il faut être impacté lourdement par les mesures de réduction ou de suspension d'activité. Tout le monde ne va pas y avoir droit, je le répète, c'est une décision qui est prise par la Sécurité sociale des indépendants sur la base du dossier que vous allez remettre. Je ne pourrais pas cumuler cette aide-là avec l'aide de 1 500 € prévue dans le cadre du fonds de solidarité. Voilà. Les praticiens et auxiliaires médicaux n'y auront pas droit non plus. Il y a une deuxième aide qui est débloquée par le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants qui va prendre un caractère automatique. C'est une aide dans la limite de 1 250 €. Dans la limite de 1 250 € et qui a pour but finalement de compenser les cotisations de retraite complémentaires des indépendants que j'ai pu verser dans le courant de l'année 2018. Donc, on a déjà compris que seuls pourront en bénéficier les entrepreneurs qui auront été affiliés à la Sécurité sociale des indépendants avant le 1er janvier de l'année 2019. Donc, aide de 1 250 €, elle est automatique. Vous n'avez pas d'action particulière à engager. Vous allez recevoir, vous avez peut-être déjà d'ailleurs reçu sur votre compte cette aide de 1 250 €. Celle-ci, contrairement à la précédente, est cumulable avec l'aide de 1 500 € du Fonds de solidarité. Et éventuellement avec l'aide que je viens de citer, avec l'aide financière exceptionnelle de 500 à 1 000 €. Je termine concernant les aides sociales qui concernent les indépendants avec juste une précision, je ne vais pas l'aborder dans le détail, mais les caisses de retraite complémentaires des professionnels libéraux peuvent ouvrir droit également à des aides particulières, peuvent débloquer des fonds particuliers pour permettre de subsister pendant cette période critique. Je pense à la CIPAD, donc pour l'essentiel des professionnels libéraux, la Carpinco pour les infirmiers, pour les kinésithérapeutes, à la CARM pour les médecins, etc. Il faut aller consulter les sites internet pour voir si vous avez quelque chose à gratter du côté des aides qui peuvent être débloquées par ces organismes. Voilà. Cédric, excuse-moi, juste une précision, j'ai quelques retours. Est-ce que tu pourrais t'approcher un peu plus de ton micro, s'il te plaît, parce qu'on a un petit problème de qualité sonore. Ça te va? Alors, tu vas me dire, tu vas me recouper si tu veux bien, Olivier, tout à l'heure. Là, je vais aborder les aides fiscales. J'essaye avec un casque audio. Tu me fais savoir si c'est mieux ou pas. Voilà, Olivier, est-ce que tu peux me faire savoir si tu m'entends correctement? C'est un peu fort, mais ça va. C'est un petit peu fort. Bon, je vais essayer de m'emballer un petit peu moins, de parler moins fort. Voilà, c'est très bien comme ça. Pour être le plus audible possible. Donc, au niveau des aides fiscales, il y a tout d'abord un report des échéances d'impôts directs. Donc, les impôts directs, je vais les citer, que ce soit clair dans l'esprit de chacun. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés, il s'agit de la taxe sur les salaires, de la redevance audiovisuelle, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière. Voilà ce que sont les impôts directs. Je peux demander à l'administration fiscale un report de ces impôts directs. Je vais négocier à l'administration fiscale un report de ces impôts directs. Je précise que sur les circulaires que nous avons faites parvenir et qui figurent sur notre site internet, il y a les liens qui vous permettront de solliciter les différentes aides dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Alors, notamment, on pourra remplir un formulaire pour demander le report des impôts directs. Une chose très importante, n'attendez pas une possibilité d'aller différer la déclaration et le paiement de la TVA. Ça doit être mis en paiement. Il ne faut surtout pas que je diffère le règlement de cet impôt-là. C'est un impôt indirect. Cet impôt, il est payé par le consommateur. Il n'est pas à la charge de l'entreprise. Donc, l'administration n'admet pas que l'on puisse mettre cela en différé de paiement. Alors, bien entendu, dans les situations les plus critiques, l'administration pourra être bienveillante. Ça a été précisé en ce sens-là. Mais attention, il y a un risque de pénalité, de majoration, si on ne déclare pas, si on ne paye pas la TVA en temps voulu. Là, j'ai parlé des impôts qui concernent les entreprises. Je vais parler maintenant des impôts qui vont concerner les particuliers, de l'impôt qui concerne un particulier avec l'impôt sur le revenu. Et là, on va retrouver une mesure qui est proche de celle que nous avons évoquée pour les cotisations sociales. Je vais avoir la possibilité de réduire, quand je suis indépendant, le montant des acomptes d'impôt sur le revenu que j'acquitte. Je vais donc regarder, je vais essayer d'anticiper ce que vont être mes revenus sur l'année 2020. Si je les pense inférieurs à ce qu'étaient les revenus de l'année 2019, je vais réduire le montant des acomptes.
Si je suis chef d'entreprise, j'ai la possibilité en outre, si je suis chef d'entreprise individuelle, simplement pour ceci, j'ai la possibilité en outre de reporter 3 échéances d'impôt sur le revenu. Je peux reporter mars, avril, mais sur le mois de juin, par exemple, de l'année 2020. Il ne s'agit que d'un report. Voilà pour ce que sont les aides fiscales. Donc le deuxième volet, j'ai la possibilité également éventuellement de solliciter la commission de chef de service financier. Je passe rapidement là-dessus. En cas de difficulté importante pour la mise en paiement des impôts, je peux aller solliciter ce recours-là qui me permettra de négocier avec l'administration. Donc non seulement d'ailleurs un étalement de la charge fiscale, mais également un étalement de la charge sociale. Voilà. J'ai la possibilité aussi de demander une remise des impôts directs si vraiment je suis dans une situation très critique. Voilà. Le lien, encore une fois, est donné sur notre site internet. Donc, on va passer maintenant aux subventions. Alors ça, c'est un volet qui est important. Ces subventions. Alors, il y a eu une grande communication de la part de l'État sur l'aide de 1 500 €. Mais finalement, on s'est aperçu que c'était moins facile qu'on ne pouvait le penser dans un temps premier que de débloquer cette aide-là. Il y a des conditions qui sont assez restrictives. Donc là, je suis dans le fonds de solidarité de 1 500 €. Il y a 2 volets. D'ailleurs, l'aide de 1 500 €, mais qui peut être plus complète, plus large que cela, si je réponds à certaines conditions. Donc, pour l'aide financière de 1 500 €, il faut savoir que celle-ci est ouverte finalement assez largement, y compris aux professionnels libéraux. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que les professionnels libéraux sont souvent à l'écart des aides qui sont octroyées. Là, les professionnels libéraux peuvent en bénéficier. Pensons aussi que les SCI elles-mêmes peuvent bénéficier de cette aide de 1 500 €. Il faut l'avoir à l'esprit, cela c'est important parce que ça peut se passer. Les SCI, elles ne perçoivent pas forcément leur loyer dans cette phase critique. Et alors pour le coup, si elles enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires, elles vont pouvoir éventuellement bénéficier de ce soutien. Alors, les conditions pour bénéficier de cette aide de 1 500 €, c'est premièrement que l'effectif de l'entreprise soit inférieur à 10 salariés, qu'elle développe un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et que le bénéfice imposable retraité de l'entreprise soit inférieur à 60 000 €. En outre, il va falloir soit qu'on se retrouve dans une fermeture administrative, dans une interdiction d'ouvrir les portes, soit que l'on ait enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 50%. Là, vous avez les éléments essentiels. Ensuite, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans le détail parce qu'il y a des précisions à apporter selon que l'on demande l'aide pour le mois de mars ou pour le mois d'avril. Des précisions également à apporter pour la définition du bénéfice imposable, le seuil de 60 000 €. Alors, premier élément, pour la définition du seuil de 60 000 €, bien penser que c'est le seuil, c'est le bénéfice imposable de l'entreprise. Donc, le bénéfice éventuellement après l'abattement ZAFR dont vous pouvez bénéficier ou l'abattement ZRR dont vous pouvez bénéficier. C'est des régimes de faveur pour certaines zones particulières. Donc, c'est le bénéfice imposable. Donc, déduction faite de ces abattements-là et c'est également le bénéfice imposable après imputation des éventuels déficits antérieurs. C'est important, ça peut vous permettre de passer sous ce seuil de 60 000 € qui vous ouvre donc les portes de cette aide de 1 500. Précision à apporter, donc le chiffre d'affaires doit avoir enregistré une diminution de 50%. Alors pour le mois de mars, les règles ne sont pas les mêmes que pour le mois d'avril. Pour le mois de mars, il faut que l'on compare le chiffre d'affaires de mars 2020 avec le chiffre d'affaires de mars 2019. Là, je vais être très factuel. Je compare le chiffre d'affaires de ces 2 mois-là. Si mars 2019 est supérieur à mars 2020, je peux espérer donc percevoir l'aide de 1 500 €. Il faut un décroché de plus de 50% entre ces 2 montants-là. Pour le mois d'avril, le comparatif de chiffre d'affaires va se faire entre le chiffre d'affaires d'avril 2020 et le chiffre d'affaires d'avril 2019. Mais si cela devait être plus favorable, j'irai comparer le chiffre d'affaires d'avril 2020 avec le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Autrement dit, si le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 excède le chiffre d'affaires du mois d'avril 2019, je vais retenir le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Voilà, ça permet d'étendre un petit peu le champ d'application de ce dispositif. Pour l'aide des 60 000 €, une particularité, c'est que pour le mois de mars, donc, il ne faut pas que mon bénéfice de l'année 2019 excède
60 000 euros. Pour le mois d'avril, on nous explique qu'il ne faut pas que mon bénéfice de l'année 2019 excède 60 000 euros fois le nombre de dirigeants associés dans la structure. Ainsi, si j'ai une société qui comporte 3 dirigeants associés, il faudra que mon bénéfice soit inférieur à 3 fois 60 000 euros, c'est-à-dire 180 000 euros. Dernière précision concernant ce premier volet de l'aide du Fonds de solidarité, c'est qu'il ne faut pas que la société soit détenue par une société commerciale. On parle de société holding. Il ne faut pas que je me retrouve sous le contrôle d'une société holding, sans quoi je ne peux pas bénéficier du dispositif. Alors, je vais pouvoir bénéficier du dispositif si la holding est une société civile. Je ne rentre pas trop dans le détail avec cela, là-dessus, mais voilà, si je suis détenu par une société commerciale, je ne peux pas bénéficier du dispositif. En revanche, si je suis une société commerciale qui détient d'autres structures, je vais bénéficier du dispositif si l'ensemble ne dépasse pas les seuils que nous avons évoqués. Je répète que si vous bénéficiez d'une indemnité journalière au titre du mois de mars ou du mois d'avril supérieur à 800 euros, vous n'allez pas bénéficier de ce dispositif. Vous n'allez pas non plus en bénéficier si vous êtes à la retraite ou si vous êtes en contrat de travail à temps complet. Voilà. Alors, important, pour l'aide du mois de mars, il va falloir la solliciter absolument avant le 30 avril. Donc, on n'a plus trop le temps de se retourner. Là, on est le 28. Il faut la solliciter avant le 30 avril. Pour l'aide du mois d'avril, il faut la solliciter avant le 31 mai. Donc, ce fonds de solidarité TPE, il a un deuxième volet. Un deuxième volet qui consiste en une aide qui est comprise entre 2 000 et 5 000 euros. C'est une aide qui est débloquée par les régions et dont le montant va varier en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez. Si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 euros, l'aide complémentaire sera de 2 000 euros. Si le chiffre d'affaires est compris entre 200 et 600 000 euros, l'aide complémentaire va être de 3 500 euros et elle sera de 5 000 euros si vous dépassez 600 000 euros de chiffre d'affaires. Elle sera toutefois limitée au montant de la trésorerie qui va vous manquer pour faire face à vos échéances sur 30 jours. Attention, parce qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde, elle est d'application moins large que le premier volet du Fonds de solidarité. Pour pouvoir bénéficier de cette aide complémentaire, il va falloir respecter les conditions afférentes au premier volet. En outre, il va falloir employer au moins un salarié en CDI ou en CDD et être dans l'impossibilité de régler ses dettes, ses échéances, ses charges fixes à 30 jours. En outre, il va falloir s'être vu refuser un crédit de la part de la banque. Notamment, il ne faudra pas que l'on ait reçu l'octroi d'un prêt garanti par l'État, d'un PGE, que Clémence va nous décrire tout à l'heure. Voilà. Ce second volet devra être demandé avant le 31 mai, donc sur un portail ouvert par la région. Alors, j'en ai terminé avec cette subvention qui est le plus gros chapitre quand même de ma présentation. Je vais maintenant vous parler d'aides plus accessoires avec un fonds d'urgence qui est débloqué notamment par la Fondation Garance. Alors, il faut être clair d'entrée de jeu sur cette aide-là. C'est une fondation, c'est pas un puissant fonds, un peu comme on peut penser que c'est le cas dans le cadre des aides qui sont débloquées par le gouvernement. Là, il y a des ressources qui sont limitées, donc les premiers sollicitants seront les premiers servis et on peut penser qu'ils vont faire une sélection stricte des dossiers. Cette aide, c'est une aide de 1 500 euros qui est ouverte aux petites entreprises, à l'artisanat, au commerce, également aux professionnels libéraux. Il faudra avoir un effectif inférieur à 10 salariés. Il faudra que l'entreprise ait été créée depuis plus d'1 an, moins de 5 ans, que le chiffre d'affaires soit inférieur à 1 million d'euros, que le bénéfice imposable soit inférieur à 60 000 euros, qu'on ait été contraint d'arrêter notre activité et qu'on ait enregistré une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 70%. Voilà. Un peu dans le même ordre, sur ces aides qui sont d'application un peu restreinte, on va voir le fonds d'urgence débloqué par Bordeaux Métropole. Alors, c'est là aussi une aide de 1 500 euros avec un éventuel bonus de 1 000 euros supplémentaires. On va s'adresser aux commerces, aux entreprises artisanales, évidemment implantées sur le territoire de Bordeaux Métropole. Les conditions, c'est une interdiction d'accueil du public liée à l'épidémie. Ça va être une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% de mars 2020 par rapport à mars 2018. Voilà. Là, le comparatif, c'est mars 2020 par rapport à mars 2018. Je pense que la raison en est que toutes les entreprises n'ont pas encore clos leur compte sur l'année 2019, donc ils ont préféré dresser ce comparatif à mars 2018. L'aide sera limitée aux entreprises qui embaucheront au moins un salarié et au maximum 5 voire 9 salariés pour des secteurs particuliers type la construction. Le bonus complémentaire de 1 000 euros débloqué par Bordeaux Métropole sera subordonné à l'embauche d'un effectif d'au moins 3 personnes, mais dans lequel on va inclure le dirigeant associé dans la structure
c'est une aide que vous allez pouvoir solliciter auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie. Je finis sur la thématique des subventions avec une subvention qui est débloquée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mais sous condition. Et la condition, c'est que vous n'ayez pu bénéficier d'autres mesures de soutien public ou privé. Notamment, il ne faudra pas avoir pu débloquer le PGE. Mais ça peut être intéressant finalement au regard de cette aide que de n'avoir pas obtenu l'octroi du prêt garanti par l'État, parce que c'est une subvention qui représente 10 à 100 000 euros. Alors par contre, il faudra embaucher au moins 5 salariés et au maximum 50 salariés. Je suis aussi sur des secteurs d'activité limitatifs que sont l'agriculture, l'industrie manufacturière, la construction, le transport, le commerce de gros, l'hébergement et la restauration. Donc j'en ai fini avec la thématique des subventions. Je vais vous parler quand même un petit peu de mesures de soutien ciblées qui nous sont apparues. C'est un peu l'information du dernier moment. Très récemment, il y a des zones d'activité, des secteurs d'activité qui sont particulièrement sinistrés en cette période. Je vais penser à la restauration, au tourisme, à l'événementiel, au sport, à la culture. Ce secteur-là va pouvoir bénéficier d'un maintien de l'activité partielle au-delà de la période de confinement. L'activité partielle, c'est le chômage partiel. Johanna va en parler tout à l'heure. Il va y avoir aussi pour ces entreprises-là une prolongation du fonds de solidarité, l'aide des 1 500 euros et l'aide des 2 000 à 5 000 euros qui, pour le coup, va être portée à 10 000 euros. Les 5 000 euros, au maximum, vont devenir 10 000 euros et vont être concernés désormais les entreprises qui vont embaucher jusqu'à 20 salariés. Pour le moment, c'est 10 salariés, hein, je le répète, l'effectif maximal, et réaliser jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour le moment, le seuil, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Johanna parlera tout à l'heure pour ces entreprises qui se situent dans des contextes particulièrement délicats d'une exonération de cotisations sociales. L'administration a mentionné également des petits avantages fiscaux avec le report prolongé du règlement de la cotisation foncière des entreprises et une exonération de la part forfaitaire de taxes de séjour. Voilà. Il y aura également une annulation de loyers, mais uniquement des loyers qui sont à destination de l'État, c'est-à-dire uniquement lorsque le propriétaire des locaux est l'État ou une émanation de l'État. Je vais terminer ma présentation avec le report des frais généraux, le report dans certains cas, l'annulation des frais généraux. Donc là, on peut changer de slide. Le report des frais généraux, alors ça va concerner les loyers, ça va concerner les charges d'eau, d'électricité, de gaz notamment. Alors la suspension des loyers, en fait, on a la possibilité, quand l'on bénéficie, c'est une condition sine qua non hein, au plan du principe, mais on peut toujours négocier avec son bailleur, mais quand on bénéficie du fonds de solidarité de 1 500 euros, on peut s'abstenir de régler le loyer et on peut s'abstenir de régler son loyer sur une période qui va aller 2 mois au-delà de la fin de l'état d'urgence. Donc ensuite, il faudra négocier avec le bailleur pour le règlement ultérieur de ces loyers, voire même pour une remise pure et simple des loyers que l'on aura différés. Il faut savoir qu'il y a des fédérations de bailleurs qui ont incité, d'ailleurs les fédérations dans leur ensemble de bailleurs ont incité leurs adhérents, c'est-à-dire les propriétaires, à consentir une annulation de 3 mois de loyer. Bon, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas force de contrainte là-dessus. Sur le report, il y a force de contrainte. Vous avez la possibilité de bloquer, de ne pas mettre en paiement vos loyers. Par contre, sur l'annulation, il n'y a pas force de contrainte. Les bailleurs peuvent faire ou ne pas faire. Voilà. Le report, je le répète, c'est en tout état de cause envisageable et le bailleur n'aura pas la possibilité de vous mettre des pénalités, des majorations, de mettre un terme au bail parce que vous n'aurez pas respecté vos échéances. Dans le même registre, nous avons un report des factures d'eau, de gaz et d'électricité. Donc là aussi, si on est bénéficiaire du fonds de solidarité de 1 500 euros, on va pouvoir différer le règlement de ces factures et on étalera le règlement de ces factures sur les 6 mois qui suivent. Voilà, je pense avoir terminé ma présentation. Peut-être laisser un petit temps voilà, pour les questions et pour vous accorder quelques réponses.
Merci Cédric pour ce grand tour d'horizon. Alors on a un peu éclaté les temps, mais écoutez, c'est pas grave, et c'est pour la bonne cause. Euh, on a pas mal de questions en fait sur ces différents sujets. J'en ai sélectionné deux, notamment la première. Je viens de créer ma société, puis-je bénéficier de ces aides? Alors, si on vient tout juste de créer sa société, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué parce que globalement, on va tirer la conséquence de nos lectures que si on est créé après le 1er mars de l'année 2020, on va bénéficier de rien. Or, ça, c'est pas une vue de l'esprit, ça peut exister. Il y a malheureusement des entrepreneurs qui ont créé une entreprise après cette date-là et qui se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau avec parfois de gros investissements. Alors, songez, somme toute, que vous avez la possibilité de vous rapprocher de certains organismes qui sont financeurs dans le cadre des démarrages d'activité, au-delà du principe du Covid-19, du principe d'accompagnement dans le cadre du Covid-19. Donc, je pense par exemple qu'on peut aller vers le conseil régional, vers les communautés de communes, voilà, vers ces institutions qui éventuellement peuvent vous aider. Ensuite, à savoir, il y a quand même le report des cotisations URSSAF qui, en tout état de cause, est octroyé. Bon, ça, c'est pas fantastique comme mesure, mais enfin, elle existe également pour les créateurs d'entreprises. Et puis, on va avoir l'aide financière exceptionnelle également qui va vous être ouverte si vous existez avant le 1er janvier de l'année 2020. C'est une aide qui est octroyée par la Sécurité sociale des indépendants. Vous savez, l'aide de 500 à 1000 euros que j'ai évoquée en amont. Enfin, on va avoir l'aide du Fonds de solidarité, les 1500 euros qui vont pouvoir être débloqués si tant est que vous existiez avant le 1er février de l'année 2020. Alors certes, il n'y a pas forcément de comparatif, mais l'administration a prévu les moyens d'octroyer ces aides aux entreprises qui existeront avant le 1er février de l'année 2020. Donc les portes ne sont pas fermées. Ok, merci Cédric. Une autre question. Hormis les décalages de charges sociales et fiscales, je n'entre dans aucune case d'aide financière, c'est normal. Que dois-je faire? Alors c'est normal, c'est presque un débat philosophique parce que forcément dans des cas ce sera pas normal, mais ce sera comme ça. On voit que les mesures qui sont posées par l'administration fiscale sont assez rigides, soit on rentre dans les cases, soit on rentre pas dans les cases. Alors à titre d'exemple, on peut voir que pour l'aide du Fonds de solidarité de 1500 euros, si on a la malchance, par exemple, en mars 2019 d'être parti en congé, on aura peu de probabilité pour se retrouver avec un mois de mars 2019 en termes de chiffre d'affaires supérieur au mois de mars 2020. Et donc, on se voit cette aide fermée, mais on peut négocier tout ce que l'on veut avec l'administration. On ne rentre pas dans le dispositif, on rentre pas dans le dispositif, quoi. Et d'ailleurs, ils ont prévu d'élargir un petit peu l'accès à cette aide pour le mois d'avril, en disant qu'on allait pouvoir comparer le mois d'avril 2020 avec le chiffre d'affaires moyen dégagé sur l'année 2019. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si je ne réponds pas aux conditions qui sont fixées par les décrets, je ne vais pas pouvoir bénéficier du dispositif. Rappelons-nous toutefois qu'il y a certaines aides qui sont automatiques, à l'instar de l'aide de 1250 euros débloquée par le CPSTI. Voilà. Ok, bon, merci Cédric. Quand je vous le dis, pour le coup, on répondra à vos questions dans le cadre de la foire aux questions que l'on mettra à disposition sur notre site. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions, même si là, j'ai pas pu, pour le coup, toutes les développer avec Cédric. Tu peux couper pour le coup ta vidéo. Merci Cédric. Ouais, je vais éteindre ma caméra. Bonne journée, bon courage à tout le monde. On va passer la main pour le coup à Clémence Quentin pour le volet en fait gestion de trésorerie en cette période de crise. Merci Olivier, merci Cédric. Donc rebonjour à tous. On peut passer sur la première slide. Donc aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, l'urgence, c'est de trouver du cash rapidement. Donc en préalable, on va reprendre une métaphore sportive et on va se dire qu'il faut être encore plus solide sur les fondamentaux parce qu'il va falloir tenir dans la durée. Donc le premier pilier, ça va être de sécuriser votre trésorerie actuelle. Donc pour ceux qui peuvent travailler, il faut facturer régulièrement et relancer vos clients. Surveiller le niveau de votre encours client. Pensez à relancer absolument les clients qui traînent. Si un de vos clients faisait l'objet d'une procédure collective, il faut penser à déclarer vos créances. Donc, bien sûr, user et utiliser tous les reports qui ont été présentés par Cédric et qui ont été mentionnés précédemment. Négocier des reports de crédit avec votre banque. Par contre, s'il vous plaît, payez vos fournisseurs si vous le pouvez. Nous sommes tous fournisseurs de quelqu'un. Il ne faut pas que la chaîne des paiements s'arrête parce que sinon on va se retrouver avec une économie à l'arrêt. Pensez que demain, vous aurez besoin de vos fournisseurs pour repartir.
faut garder la confiance, c'est primordial dans l'économie. Et enfin, pour le stock, il va falloir un peu jongler. Il n'en faut pas trop parce que ça mobilise votre trésorerie, mais il ne faut pas la laisser gonfler. Il ne faut pas laisser gonfler votre stock, mais il en faudra assez pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs et pas perdre de chiffre d'affaires. Le deuxième pilier pour la gestion de trésorerie, c'est d'estimer vos besoins. Donc, dans un premier temps, il va falloir prévoir des scénarios de sortie de crise. Est-ce que la sortie de crise va être lente? Quel sera l'impact sur vos encaissements? Une sortie plus rapide avec un scénario plus optimiste. Il faut donc chiffrer vos encaissements, évaluer vos risques d'impayés qui vont dépendre de votre secteur d'activité, de votre typologie de clientèle, de vos modes de facturation et d'encaissement. Il va falloir identifier précisément vos coûts fixes. Je pense que d'ores et déjà, beaucoup d'entre vous ont coupé à tout ce qui était pas indispensable. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui vous reste à payer à minima chaque mois? Bien sûr, il va falloir tenir compte de toutes les échéances qui ont été reportées. Ce ne sont pas des annulations de charges jusqu'à nouvel ordre, donc il faudra les payer. Et enfin, il faut prévoir le coût de la reprise. Vous aurez peut-être un surcoût, un coût de remise en route, il va falloir refaire votre stock, peut-être des coûts commerciaux pour reconstituer un carnet de commandes. Il va falloir peut-être acheter des gels et des masques pour respecter les mesures barrières et ça a un coût. On pense à la restauration, par exemple, peut-être réorganiser une salle, prévoir du matériel pour les menus, des choses comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait tout ce travail, analysé tout ça, vous allez pouvoir établir votre plan de trésorerie. Vous allez positionner chaque mois les entrées et les sorties. Donc, ne le faites pas sur une durée trop courte, plutôt 12 mois, et notamment si vous avez une forte saisonnalité. Mettez peut-être en parallèle la trésorerie de l'année dernière ou des 2 dernières années. Ça va bien vous permettre de visualiser l'effet de la crise, à quel moment ça va tomber. Faites ce travail, même si votre banque ne l'a pas demandé pour obtenir des prêts. Ça évitera toute mauvaise surprise. Donc, on va voir une illustration sur la diapo suivante de ce que ça peut donner. Donc voilà, on a, pour illustrer mon propos, un plan de trésorerie graphique pour un restaurant dans une zone touristique. Donc, vous voyez la courbe grise, c'est ce qui se passait l'année dernière, donc avec un pic sur la saison. Et en rouge, on a la prévision de trésorerie. Donc, on note bien, voilà, en février, c'est la période où normalement on redémarre, sur le mois de mars, les congés, la saison qui arrive. On note bien un décrochage de la trésorerie dès le mois de mars. Et on voit bien que la saison va passer de façon plus ou moins aisément, mais que le gros besoin de trésorerie, il arrivera plus tard à la saison creuse, donc dans 9 mois. Donc, une fois qu'on a mesuré ce découvert maximum, c'est le besoin de trésorerie minimal à financer. Donc, il faut trouver une solution et on va le voir, une demande de financement, ça se prépare. Donc, parce qu'en effet, il y a plein de mesures prévues, mais il n'y a pas un droit après, même un droit à PGE, qu'on verra juste après. Donc, il faut bien se préparer. Donc, vous avez fait votre plan de trésorerie, vous avez estimé votre besoin, vous l'avez étayé. Par exemple, pour le PGE, ce n'est pas nécessaire de demander le maximum, donc les 25% de chiffre d'affaires si vous n'en avez pas besoin. Ça permet de mettre plus de chances de son côté. Il faut également se poser la question du remboursement demain. Est-ce que vos résultats dans une situation de retour à la normale vont vous permettre de rembourser ce prêt de trésorerie? En effet, un prêt de trésorerie, c'est pas comme un prêt d'investissement, c'est pas quelque chose qui va générer du chiffre d'affaires en plus, de la rentabilité en plus. Donc, si au vu de vos résultats existants et de vos crédits existants, de votre capacité de remboursement actuelle, vous êtes un peu juste, il faut déjà se poser la question du plan d'action à mettre en place, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être en capacité de rembourser. Enfin, pour préparer votre demande, anticiper les objections de la banque, préparer un argumentaire, la Banque de France a mis un dispositif à votre disposition. Donc, vous avez le lien. Elle va vous fournir un rapport d'analyse financière de façon gratuite. Il suffit de fournir 2 liasses fiscales.
Donc, même si vous êtes bien préparé, vous pouvez faire face à un refus. La première étape face à un refus, c'est d'essayer d'en comprendre les motifs, discuter avec votre banque, peut-être avec l'intervention de votre expert comptable pour lever les incompréhensions sur vos comptes, les choses comme ça. Peut-être revoir et redimensionner le montant de votre demande de prêt. Bon, si jamais ça ne suffit pas, il faut faire intervenir la médiation du crédit qui a mis en place des procédures spécifiques dans le cadre du Covid. Donc, c'est des procédures accélérées. Vous avez également le lien ci-dessous. Pensez à faire intervenir la médiation du crédit chaque fois que vous êtes en difficulté avec votre banque. Par exemple, si on ne vous a pas accordé un report d'échéance de crédit sur vos crédits actuels. Il ne faut pas oublier qu'un refus ou une absence de réponse sous 10 jours, ça va vous ouvrir d'autres aides qu'a mentionné Cédric ou d'autres prêts et d'autres dispositifs. Donc, il faut, si possible, tracer votre demande. Et à noter que pour les prêts de moins de 50 000 €, la loi de finances de rectificative de la semaine dernière a prévu une notification écrite pour que justement vous puissiez accéder aux autres aides. Donc, on va aborder le dispositif phare qui est le prêt garanti État. Sur la diapositive suivante. Donc, le premier réflexe aujourd'hui, ça doit être PGE, prêt garanti État. C'est celui qui a le plus d'enveloppes dédiées. Les critères vont être moins contraignants que d'autres aides. En théorie, la procédure est accélérée. Donc, annoncer 5 jours, dans les faits, c'est plutôt 10 jours. Et on le disait, qui va conditionner l'accès à d'autres aides. L'enveloppe globale, c'est 300 milliards. Aujourd'hui, il y a 40 milliards sur les annonces de la semaine dernière qui ont été distribués, 20 milliards en cours. Il faut se dire aussi que vous avez le temps de demander puisque ces crédits seront ouverts jusqu'au 31 décembre 2020. Si jamais vos problèmes intervenaient plus tard, en septembre, c'est possible, ça sera toujours possible de le demander. Donc, sur les grandes lignes, on rappelle que c'est 25% du chiffre d'affaires 2019, ou avec voilà, quelques exceptions pour les entreprises innovantes et créations, c'est 2 ans de masse salariale. On peut préciser que s'il y a un groupe avec des filiales, ça peut être la société mère qui demande, avec les chiffres consolidés, le prêt pour toutes les sociétés du groupe et qui ensuite va redispatcher les montants nécessaires à chacune. Donc, on rappelle que c'est un prêt d'1 an, un prêt de trésorerie d'1 an, avec une clause qui est en votre faveur. Donc, c'est vous qui activerez la clause pour choisir la durée d'amortissement par la suite, donc sur 5 ans maximum. Pour les TPE et les PME, c'est une garantie de 90% par l'État. Il n'y a pas d'autre garantie personnelle à donner. Et le coût, donc en année 1, on précise bien parce que le coût va évoluer. En année 1, c'est le taux de financement sans marge par les banques. Donc, c'est de l'ordre de 0 à 0,2% aujourd'hui, plus le coût de la garantie État qui est de 0,25% du montant. Donc, sur les critères d'éligibilité, donc sur les activités, il y a peu d'exclusions sur l'activité, en dehors des activités patrimoniales, donc l'immobilier pur ou les activités financières. Il y a eu des évolutions également sur les critères d'éligibilité depuis la semaine dernière, puisque avant, le dispositif était interdit aux sociétés dont les capitaux propres étaient négatifs ou qui avaient perdu la moitié du capital social. Donc, Christophe y reviendra par la suite, mais aujourd'hui, ce n'est plus, depuis la semaine dernière, un critère d'inéligibilité. En tout cas, on ne peut pas vous refuser le prêt pour le seul motif que vous avez subi une perte de la moitié du capital social. Donc, si vous aviez fait une demande avant la semaine dernière, donc avant fin de semaine dernière, qu'on vous a refusé pour cette raison-là, je vous invite à refaire une demande de PGE. Donc, la procédure pour le PGE, c'est la suivante. Vous faites la demande à votre banque qui va prévalider le montant. Ensuite, vous rendez sur le site de la BPI pour générer une attestation qui va inclure ce montant. Vous la transmettez à votre banque qui va débloquer et vous octroyer les fonds. Toujours la loi de finances rectificative parue la semaine dernière
a prévu une nouveauté, un nouveau dispositif pour les TPE en cas de refus du PGE. Donc, il s'agit de prêts participatifs qui seront adossés au fonds de solidarité. Donc, c'est plutôt des prêts, un prêt participatif, ça serait plutôt un prêt long terme qui serait remboursé quand on aurait remboursé tous les autres prêts. Mais pour l'instant, on n'a aucune précision, ni sur les critères, ni sur les conditions. Il faudra attendre les décrets et bien sûr, on reviendra pour vous dès qu'on en connaîtra les conditions. Donc, en complément du PGE, il y a d'autres dispositifs prévus notamment par la BPI que nous allons aborder tout de suite. La diapositive suivante. Bon, cher présentateur. Clémence, Olivier a un petit problème de son. Nous t'entendons très bien. Voilà. D'accord. Donc, les dispositifs de la BPI, donc voici quelques-uns qui ont été mis en place par la BPI dans le cadre d'un plan d'urgence Covid. Donc, il y en a quelques-uns à destination des entreprises innovantes. Le prêt garanti innovation, en fait, qui est le pendant du PGE, mais qui va être instruit par la BPI et pas par les banques. Il y a également un dispositif pour les startups qui étaient en attente de levée de fonds. Donc ça s'appelle le French Tech Bridge. C'est une intervention en cash sous forme d'obligations convertibles ou de bons de souscription d'actions. Donc c'est 100 000 à 5 millions d'euros. Il y a d'autres dispositifs qui sont un complément du PGE. Donc je dis un complément parce que en général la BPI va demander qu'au préalable on ait fait la demande de PGE. Les critères sont plus sévères, les montants sont plafonnés au montant des fonds propres. Donc, il y a le prêt à tout pour les PME qui ont un besoin de trésorerie lié à la conjoncture Covid ou qui ont une fragilité temporaire du fait du contexte. Donc, c'est 50 000 à 15 millions d'euros. Il faut en général avoir un autre financement bancaire qui peut être le PGE. Donc, c'est 3 à 5 ans. Voilà pour ce prêt à tout. Alors, il y avait eu des communications, celui-ci est plutôt, le prêt à tout, c'est plutôt pour les PME. Donc, il y avait eu des communications de la BPI, et voire même du Conseil régional, pour le prêt rebond qui aurait été à destination des TPE, mais il faut savoir que ce prêt rebond, la Nouvelle-Aquitaine, on est la seule région où il ne sera pas mis en place. La région a prévu d'autres dispositifs qu'on verra juste après. Alors, pour le secteur spécifique du tourisme, la BPI avait déjà des mesures et elle a mis en place un prêt tourisme, mesure Covid, qui lui aussi va servir à financer une trésorerie passagère liée au Covid. Donc, c'est 50 000 à 1 million d'euros, donc sur des durées de 2 à 10 ans, avec un différé de 2 ans, voilà, pour gérer tout ce contexte. Il y a d'autres dispositifs à destination des PME, par exemple le fonds de renforcement des PME qui vise les PME de l'industrie et des services qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 5 millions d'euros. Donc, c'est une intervention soit en capital développement, soit pour du financement de BFR ou de la restructuration de haut de bilan. Donc, c'est des montants entre 500 000 et 5 millions d'euros. Et enfin, la BPI a mis en place des mesures pour les entreprises qui sont exportatrices et peut-être particulièrement impactées. Par exemple, il y a un renfort à 90% des cautions et des prix de financement des projets export et voilà, d'autres mesures qui sont très détaillées sur le site de la BPI. Donc, on va passer en dernier lieu aux aides de la région Aquitaine. Donc, dans l'attente de la diapositive sur les aides de la région, on va rappeler qu'en général, pour ces aides régionales, il faut justifier d'un refus de PGE et ne pas être en difficulté au sens du droit européen. Donc, Christophe reviendra sur l'éligibilité au regard de votre situation sur les capitaux propres dans sa dernière partie. Donc, Cédric vous a parlé du volet subvention du fonds de soutien d'urgence mis en place par la région Aquitaine. Et il y a aussi un volet prêt public qui va
concerner les entreprises un peu plus significatives, donc les PME entre 50 et 250 salariés. Donc, c'est un prêt public à taux zéro de 100 000 à 500 000 euros sur 7 ans maximum, avec 2 ans de différé. Donc, c'est pour financer un besoin qui n'est pas couvert par les autres dispositifs et les autres aides. Il y a également, pour les TPE, la mise en place d'un fonds de prêt de solidarité qui va viser les TPE de moins de 10 salariés, du commerce, de l'artisanat, des services de proximité, les associations qui emploient moins de 50 personnes et les entreprises des métiers d'art ou qui ont un savoir-faire reconnu. Donc, c'est un dispositif qui ne va pas être ouvert aux professions libérales, médicales, ni aux activités qui sont complémentaires à une activité principale. Donc, ça sert ça aussi à financer un besoin de trésorerie à très court terme qui n'est pas pris en charge par les autres aides. Donc, c'est un prêt à taux zéro de 5 000 à 15 000 euros, remboursable sur une durée de 4 ans, avec un différé maximum de 12 mois. Pour les structures de l'économie sociale et solidaire, donc il y a aussi un fonds de prêt qui est géré directement par France Active, donc qui vise voilà, les structures de l'économie sociale et solidaire, qu'on soit associations, SCOP, des mutuelles ou même des entreprises commerciales qui évoluent dans ce secteur. Il est prévu un fonds de prêt aux TPE et PME qui va être mis en place très bientôt. Il serait géré par les organismes, par des opérateurs bancaires. Donc, c'est un cofinancement région banque et qui viserait donc le secteur touristique et le secteur des loisirs, industrie culturelle et créative. Ça va viser également les sociétés innovantes qui sont en phase de démarrage, de commercialisation ou d'industrialisation. Les entreprises qui ont un savoir-faire d'excellence reconnu par des labels. Ça va viser les PME de l'industrie et de l'agroalimentaire, les scieries, les entreprises de transformation du bois et certaines activités agricoles. Excusez-moi. Les entreprises de la seconde transformation du bois et des activités agricoles, par exemple l'ostréiculture et l'horticulture, les asperges, voilà, qu'on a dans la région. Donc, toutes ces demandes sont en général à faire en ligne. Donc, ce n'est pas toute la même plateforme. Vous avez le lien sur le document qu'on mettra également sur notre site internet pour que vous puissiez faire vos demandes. Donc, en conclusion, après tous ces dispositifs, une fois que vous aurez bénéficié d'un apport de trésorerie, il va falloir engager une course de fond une fois que vous avez réglé l'urgence. Il va falloir suivre vos écarts entre ce que vous aviez imaginé et la réalité. Et c'est tant mieux si l'activité est meilleure. Mais mettez en place des tableaux de bord, un suivi de trésorerie. Si besoin, il faudra envisager un nouveau financement. Plus tôt vous le prévoyez, mieux ce sera. Je crois que la clé dans les mois à venir, ça va être l'anticipation. Voilà, comme évoqué, les nouveaux prêts, ça va nécessiter de réévaluer vos objectifs de chiffre d'affaires et de résultats pour être en capacité de les rembourser. En termes plus techniques, en termes de gestion, cet objectif de chiffre d'affaires et de résultats à atteindre, c'est définir votre seuil de rentabilité. Soyez pragmatique, faites-le parler, votre seuil de rentabilité. Traduisez-le en termes concrets, vous êtes un resto, c'est combien de couverts par jour? Vous faites du service, c'est combien d'heures vendues, c'est combien de clients en fonction de votre panier moyen. Voilà, il faut aussi prévoir la suite, essayer de rééchelonner vos crédits existants. Il faut se préparer à des décisions qui vont être difficiles mais nécessaires. Il faut être capable de ne pas tirer la sonnette d'alarme trop tard. Il y a des solutions préalables, donc Christophe vous parlera. Et pour finir sur une note positive, dans toutes les crises, je crois qu'il y a des leçons à tirer et il y aura des opportunités. On voit que les restos, les commerces se sont mis à la livraison ou au drive, un peu contraints et forcés. Voilà, nous, Erika Pluriel, on fait des webinars, c'est la première fois.
Et je crois qu'on a tous fait les choses différemment. Donc voilà, ça donne des idées pour la suite. Ça va ouvrir des perspectives après crise. Donc je crois que personne avait imaginé vivre ça, mais que voilà, si demain ça se reproduit, on sera moins surpris. Et puis voilà, il faut se préparer. Donc merci à tous pour votre écoute. Olivier, je ne t'entends pas. Ouais, je pense qu'on a un problème de connexion là avec Olivier. Le bug redouté là en préambule est avéré. Donc je vais prendre le relais, Clémence. Je vais consulter deux, trois questions qui ont été soulevées par l'auditoire. Alors il y en a une qui revient, c'est j'ai la trésorerie de côté. Est-ce que c'est pertinent finalement de lancer une demande de prêt garanti par l'État? Alors, je vais faire une réponse circonstanciée. Donc, tout dépend. Quel est le niveau de la trésorerie? Donc, retour au basique, faire un plan de trésorerie sur 12 mois. Et ce matelas de sécurité, sur combien de temps il permet de tenir? Dans le scénario le pire. Si cette trésorerie, elle était prévue pour financer des investissements, faut peut-être la garder. Je crois que dans le contexte, il faut être extrêmement prudent parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il faut garder son matelas de sécurité. Il faut se dire aussi que les conditions de financement dans un an ne seront peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, si possible, sécuriser et ménager sa trésorerie. On peut toujours faire une demande de PGE pour être prévoyant, sachant que si on n'a pas besoin de cette trésorerie, on n'aura pas besoin d'activer la clause d'amortissement. Il est toujours temps de rembourser dans un an. Ok. Bon, par ailleurs, tu as évoqué les reports de crédit, donc le prêt garanti par l'État. Se pose la question des frais qui sont attachés à tout cela. Y aura-t-il des frais? Donc, on a évoqué les coûts de la première année, donc ce qui est faible aujourd'hui, c'est le taux de refinancement pour les banques. Donc, c'est très faible aujourd'hui, 0 à 0,2%. Le coût de la garantie État année 1, c'est 0,25% pour les TPE et les PME, l'essentiel de notre public. Le taux de la garantie État va évoluer au fur et à mesure du temps et du crédit restant. Donc, ça passera à 0,5% pour l'année 2 et 3 et 1% année 4 et 5. 1%, enfin voilà, il faut se dire même 0,5%. Si on emprunte 5 000 euros, c'est pas forcément très cher, c'est 500 euros par an. L'incertitude, c'est sur le taux du marché, le taux d'intérêt financier dans un an. C'est assez compliqué de se projeter aujourd'hui. Quel sera le taux du marché pour les banques dans un an? On peut espérer que la Banque centrale fera le nécessaire, mais enfin voilà, on est à l'abri de rien sur ce point-là. Ok, merci Clémence. Une dernière question pour la route. Il y a des questions concernant les assurances. On se pose la question de leur niveau d'intervention dans cette crise. On les trouve assez absentes. Alors, moi, j'apporte une précision quand même, c'est qu'il y a 400 millions qui ont été débloqués par les assureurs pour financer le fonds de solidarité que j'évoquais tout à l'heure. Mais on commence à entendre parler donc d'organismes bancaires qui vont aider leurs assurés. Tu peux nous en dire un petit mot? Alors, il y a 3 banques, le CIC et le Crédit Mutuel. Tout d'abord, qui ont été suivis de très près par le Crédit Agricole, qui ont annoncé qu'ils allaient indemniser les clients qui étaient assurés chez eux au titre des pertes d'exploitation. Donc, c'est une indemnité forfaitaire. Voilà, ça met un peu la pression sur le reste du secteur de l'assurance. Donc, c'est un bon coup commercial de la part de ces 3-là. Et peut-être que ça mettra la pression et que les autres intervenants de l'assurance, pour ne pas perdre leur clientèle, vont suivre ces 3-là. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Merci infiniment Clémence. Merci à tous. Pour l'intervention.
Donc, faute d'Olivier, je vais prendre la main pour annoncer l'intervention à venir donc, de Johanna, qui est notre spécialiste en la matière sociale et qui donc va évoquer l'ensemble des aides qui sont octroyées au plan social. Oui, merci Cédric. Bonjour à tous. Il y avait plein de sujets que je voulais aborder avec vous et puis par rapport aux contraintes de temps, j'ai dû trier. Je vais faire un petit peu plus large que les simples aides sociales. Je vais parler des dispositifs d'aide, mais aussi surtout essayer d'attirer votre attention sur des points de vigilance selon les dispositifs que vous allez utiliser. Le premier point que je vais voir avec vous, ça va concerner les charges sociales. Le deuxième thème, ça sera l'activité partielle. Pour le coup, c'est celui qui nous prendra le plus de temps. Ensuite, j'aborderai des choses un peu plus positives pour les entreprises qui le peuvent, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Et enfin, le maintien ou la reprise de l'activité, donc les conditions dans lesquelles ça doit se faire pour être par rapport à votre obligation générale de sécurité vis-à-vis des salariés. Donc, s'agissant du premier thème, les charges sociales, au niveau de l'URSSAF et de la retraite complémentaire, vous avez déjà pu peut-être utiliser les possibilités de payer une partie ou de mettre le paiement à zéro sur les charges relatives aux salaires des mois de février et mars, puis d'échelonner le paiement ensuite. Donc, ce n'est qu'un report, hein, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir payer. Pour l'instant, il n'y a pas encore de précision s'agissant des charges sociales relatives au salaire du mois d'avril. Donc, les dernières précisions au niveau de l'URSSAF datent du 7 avril. Donc, on n'a pas plus d'infos depuis là-dessus sur un éventuel nouveau report. Ça devrait venir si jamais. Dans les secteurs de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture, il y a eu l'annonce d'une exonération de cotisation. Donc, on parle vraiment d'exonération dans ce cas-là, et pas juste de report. Donc, pour les mois de mars à juin, elle s'appliquera aux TPE et aux PME de ces secteurs donc pendant la période de fermeture, de façon automatique, donc que ces entreprises aient déjà acquitté ou non leur cotisation. Donc, s'agissant des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises de ces secteurs, elles ne bénéficieront pas de cette exonération automatique, mais elles pourront obtenir des étalements longs de charges sociales. Donc, pour l'instant, la portée de cette annonce reste à définir techniquement, notamment quant à son articulation avec les reports de cotisations déjà appliqués. S'agissant de la prévoyance, il y a également une exonération toujours réservée au secteur des hôtels, cafés, restaurants. L'exonération de cotisation santé et prévoyance, donc mutuelle et prévoyance, donc pour les salariés et employeurs du secteur hôtel, café, restaurant, donc pour le deuxième trimestre. Donc cette exonération n'est valable que chez Clésia, Malakoff Humanis, OCIRP, Audience, et seulement sur les cotisations du régime conventionnel. Donc ça signifie clairement que si vous avez mis en place des contrats de prévoyance ou de mutuelle qui sont plus favorables à vos salariés que ce que vous oblige à faire la convention collective, le petit surplus de cotisation que vous aurez sans doute lié à cette meilleure couverture restera à votre charge. Pour les autres secteurs, il n'y a pas d'exonération de principe de prévu. Voilà. Donc voilà pour le premier thème. Sur le second thème, donc l'activité partielle, ça va être le sujet celui le plus important dans la présentation. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas moins de 9 sources contenant des précisions qui sont parfois contradictoires sur l'activité partielle. Donc évidemment, pas facile d'établir des bulletins de salaire corrects dans ces conditions. On a eu des informations qui allaient dans un sens un jour, des informations contraires le jour suivant. Voilà. Donc, le ministère du Travail et l'URSSAF ont admis que les payes pourront être corrigées et que cela ne donnera lieu à aucune pénalité de retard. Attendez-vous, pour les clients pour lesquels on a pu faire les bulletins de salaire, à ce que ceci ait besoin d'être corrigé. Donc, les relations impactées quand on fait de l'activité partielle. Donc, les relations avec les salariés, les relations avec le CSE, Comité social et économique, et les relations avec l'État. Donc, les relations avec les salariés, dès lors que l'autorisation a été donnée, donc même tacitement, l'employeur est reconnu comme ayant le droit de placer ses salariés en activité partielle et donc le salarié ne peut pas refuser la mise en activité partielle.
Il faut donc l'informer de ces nouvelles modalités de travail et cela a des conséquences financières pour lui au niveau de sa rémunération. Concernant le CSE, il est certain que les entreprises employant au moins 50 salariés doivent consulter le comité social et économique. Il a été précisé que les entreprises qui emploient 50 salariés et plus, qui n'ont pas de CSE et qui n'ont pas de PV de carence, c'est-à-dire qui n'ont pas organisé les élections, celles-ci, elles ne pourront pas obtenir d'indemnisation au titre du chômage partiel si elles ne prennent pas l'engagement d'organiser dans les élections professionnelles dès que possible, c'est-à-dire dès la levée de la période de suspension des processus électoraux. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, faut-il consulter le CSE? On a eu la réponse, elle est non, négative. Selon le ministère du Travail, donc la consultation du CSE ne concerne que les entreprises d'au moins 50 salariés, donc pas besoin de les consulter dans ces entreprises-là. Concernant l'impact avec les relations avec l'État, donc vous allez demander l'autorisation et donc c'est eux qui versent les allocations d'activité partielle avec l'UNEDIC. Donc il faut faire la demande d'autorisation sur le site de l'ASP dans les 30 jours qui suivent le début de la mise en activité partielle dans l'entreprise. Donc il y a un délai supplémentaire qui a été accordé pour ceux qui avaient débuté l'activité partielle dès le mois de mars. En effet, il y a eu tellement de problèmes techniques sur le site de l'ASP que du coup, ces entreprises-là ont jusqu'au 30 avril pour faire la demande. Donc on y arrive bientôt. Donc ceux qui ne l'auraient pas encore faite, il est encore temps de la faire. La réponse, elle est tacite sous 48 heures. Donc c'est l'autorisation qui va déclencher le régime juridique de l'activité partielle. Donc en fait, il faut savoir qu'il pourra y avoir des contrôles a posteriori. Ce n'est pas parce qu'on vous dit oui maintenant que vous ne pourrez pas être contrôlé par la suite. Donc finalement, faites attention à vos demandes, ce n'est pas parce que l'accord est donné de façon tacite que vous ne serez pas contrôlé, que finalement l'administration ne pourra pas revenir sur sa décision par la suite. Qui est concerné? Donc ce sont les salariés. Donc salarié, ça veut dire avoir un contrat de travail et un lien de subordination, ce qui exclut les mandataires sociaux, donc les gérants, les présidents, qui ont des bulletins de salaire mais qui ne sont pas pour autant salariés. Donc pour résumer, en fait, si on n'a pas de cotisation à Pôle emploi, si on n'a pas à cotiser à l'assurance chômage, on n'est pas éligible à l'activité partielle. Les salariés en alternance, contrat de professionnalisation et apprentis, ils sont éligibles. Les stagiaires sont les grands oubliés au niveau des droits, puisqu'on n'en parle nulle part, ça fait que pour le coup, ils se retrouvent sans rien. Des précisions ont été apportées sur de nouveaux bénéficiaires, donc concernant les cadres dirigeants, à distinguer des mandataires sociaux, des forfaits jours, les VRP, les pigistes dans le monde du spectacle, voilà, les salariés du particulier employeur. Il y a plusieurs catégories de salariés qui n'étaient pas prévues à l'origine pour entrer dans le dispositif d'activité partielle et finalement l'État a élargi au maximum le champ des personnes éligibles. La durée. Le texte autorise désormais une demande de chômage partiel pour une durée initiale donc de 12 mois au lieu de 6 mois antérieurement. Il est préconisé de ne pas faire de demandes trop courtes pour éviter de devoir renouveler les demandes. Donc en effet, il faut savoir que quand on fait des renouvellements de demandes d'activité partielle, l'administration impose alors à l'entreprise de prendre des engagements en termes de sauvegarde de l'emploi, d'organisation de l'entreprise et de formation professionnelle. Par exemple, ils vont peut-être pouvoir vous demander de ne pas procéder à des licenciements économiques derrière. Voilà. Le truc, c'est que les directs nous ont imposé pour certaines de ne pas aller au-delà du 30 juin. En fait, quand on faisait des demandes au-delà du 30 juin, on se voyait refuser les demandes. Donc, on a pu, pour beaucoup de dossiers, faire des demandes d'activité partielle que jusqu'au 30 juin. Il nous a été dit qu'on pourrait renouveler la demande si besoin, sans avoir à vraiment prendre d'engagement, ou en tout cas des petits engagements devraient pouvoir suffire. Combien d'heures indemnisables? Pour l'instant, on a 1607 heures par an, ce qui correspond à un salarié à temps complet, 35 heures par semaine. Il faut savoir que depuis peu, les entreprises peuvent être indemnisées plus de 35 heures par semaine. Donc, on avait jusqu'à présent, l'activité partielle était limitée aux salariés, donc jusqu'à 35 heures par semaine. Et toutes les heures au-delà de 35 heures étaient perdues. Il y a eu une forte demande des hôtels, cafés, restaurants dans ce secteur où il y a beaucoup de salariés qui sont à plus de 35 heures, beaucoup de contrats à 39 heures. Et donc, ça a été modifié. Donc, l'article 7 de l'ordonnance du 22 avril, donc c'est pas vieux,
vise justement certainement à résoudre le problème du secteur des hôtels, cafés, restaurants et des conventions collectives qui définissent une durée du travail supérieure à 35 heures. On peut avoir le cas de la convention collective des bureaux d'études techniques qui fixe une durée de travail à 37 heures par semaine. Et son champ d'application est finalement plus large et favorable aux salariés et aux entreprises, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir être indemnisées à plus de 35 heures par semaine et ça ne concerne pas que le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Donc, d'après ce texte, il faudra faire la distinction suivante. Donc, soit vous avez votre convention collective qui définit un horaire collectif, enfin un horaire supérieur à 35 heures, et ou le contrat de travail, ou un avenant qui aurait été conclu avant le 23 avril, qui définit une durée du travail supérieure à 35 heures. Donc, dans ce cas-là, si vous avez votre convention collective ou le contrat de travail qui prévoit plus de 35 heures, les heures supplémentaires seront indemnisées au chômage partiel et donc cette indemnisation sera prise en charge par l'État. Par contre, si le contrat de travail est établi sur une base de 35 heures seulement, mais que l'horaire habituel comprend des heures supplémentaires structurelles et que votre convention collective ne prévoit pas une durée de travail supérieure à 35 heures, eh bien les heures supplémentaires ne seront pas indemnisées de manière obligatoire. Ce sera en fonction d'une décision de l'employeur. Et donc, si tel est le cas, cette indemnisation des heures supplémentaires ne sera pas prise en charge par l'État. Donc, il faudra bien faire attention aux conventions collectives et aux contrats de travail. Au sujet des heures supplémentaires, j'en profite pour vous signaler un relèvement de la limite de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires. L'exonération était jusque-là limitée à un montant de 5 000 € par an. La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a adapté le plafond et donc si la limite de 5 000 € est atteinte en raison des heures supplémentaires et complémentaires qui auront été réalisées entre le 16 mars et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire, donc le 24 mai 2020 pour l'instant, la limite d'exonération annuelle va passer à 7 500 €. Et donc, dans tous les cas, la limite reste à 5 000 € pour les heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence. S'agissant des indemnités et de l'allocation d'activité partielle, donc je n'aurai pas le temps de trop rentrer dans les détails, je vais juste vous donner les précisions terminologiques et les grandes lignes. Donc l'indemnité d'activité partielle, quand on parle d'indemnité d'activité partielle, finalement c'est l'indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées. Donc c'est ce que l'employeur paye au salarié en chômage partiel, donc ce que vous allez lui maintenir en termes de niveau de rémunération. L'allocation d'activité partielle, c'est la somme qui est versée par l'État et l'UNEDIC donc à l'employeur pour ses heures d'activité partielle. Donc finalement, c'est ce que l'État rembourse à l'employeur. Donc la base de calcul de l'indemnité d'activité partielle. Donc en fait, on se base sur l'indemnité congé payé au maintien et pas au dixième. Pour les éléments variables, la règle générale, c'est qu'on prend la moyenne des 12 derniers mois. Je pense notamment au VRP avec des rémunérations variables. Donc, c'est cette règle-là. Le taux que l'on applique, une fois qu'on a déterminé notre base, c'est 70% de la rémunération, de cette rémunération brute. Donc, ce qui équivaut, l'État a parlé, d'environ 84% du net. On ne tombe jamais vraiment sur ces 84%, ça dépend du niveau de charge dans l'entreprise. Donc, voilà, mais dans l'idée, c'est environ 84% du net. Et donc, ces 70%, c'est applicable à tous les salariés, y compris ceux en formation pendant la période d'activité partielle. Ils avaient un régime dérogatoire où ils pouvaient avoir 100% de la rémunération. Ça, c'est terminé. Maintenant, ils sont sur le même régime que les autres, donc 70% de la rémunération. Il faut savoir que si l'employeur souhaite maintenir plus que 70% de la rémunération, il faut alors établir une décision unilatérale de l'employeur, écrite, donc. Le régime social, ces indemnités, dès lors qu'on reste dans le cadre prévu, ne sont pas soumises à charge sociale avec une limite de 3,15 SMIC horaire. L'allocation minimum, 8,03 €. L'allocation maximum, ça se base sur une assiette de 4,5 SMIC. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc l'État ne demande pas les bulletins de salaire pour contrôler les demandes de remboursement. On a pu faire plusieurs demandes de remboursement. Les employeurs ont perçu les allocations. Il n'y a pas de contrôle, mais il faut savoir que plus tard, quand les contrôles seront effectués, l'administration pourra demander à l'employeur le remboursement de ce qu'elle considérera comme étant versé à tort, d'où l'importance de l'interprétation des textes sur le point de l'indemnisation concernant l'activité partielle. Les points de vigilance, donc notamment l'égalité de traitement
Le principe est bien clair, la réduction du travail devrait être collective et aussi uniforme que possible. Donc sans doute, pour tenir compte de la pratique, la loi a peu une répartition différenciée de la quotité de chômage partiel et de travail entre les salariés, y compris donc, au sein d'un même établissement ou d'un même service. Mais encore faut-il que cette individualisation soit rendue nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. On peut individualiser la charge de travail dans le cas du chômage partiel, et donc il faut que ça passe par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l'employeur. Le point important quand on veut individualiser, c'est qu'il faut obtenir un avis favorable obligatoire du comité social et économique, et ce, peu importe l'effectif de l'entreprise, qu'on soit plus de 50 ou moins de 50. L'État a instauré un dispositif finalement de codécision pour sélectionner le personnel nécessaire à la poursuite de la reprise d'activité. Donc l'ordonnance prévoit que ce que l'accord collectif ou la décision de l'employeur doit définir. Sans rentrer dans les détails, ce texte ne fait qu'une application de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'égalité de traitement. Ce texte permet d'envisager de placer certains salariés en chômage partiel, non pas parce qu'ils auraient moins de travail, mais par exemple parce qu'ils gardent des enfants à leur domicile ou parce que leurs contraintes familiales ne leur permettent pas ou plus de télétravailler. Donc, faute d'avoir défini des conditions d'individualisation dans un accord collectif ou une décision unilatérale et d'en avoir informé les salariés et le CSE, l'employeur pourra se voir reprocher la répartition par les salariés qui seraient éventuellement lésés et qui pourront alors demander une réparation du préjudice. Donc l'importance de faire cette décision unilatérale et de consulter le CSE. Très important également, le suivi. Donc il est impératif en cas de recours à l'activité partielle d'avoir un suivi des temps de travail pour avoir des preuves en cas de contrôle des heures réellement travaillées et des heures non travaillées. L'idée, c'est de ne pas prendre le risque de se voir accusé de travail dissimulé, puisque pour rappel, il est interdit de faire travailler vos salariés à la fois pour ces heures travaillées et de recourir en même temps à l'activité partielle. On est vraiment sur du travail dissimulé et s'il y a bien un point qui sera contrôlé, ce sera celui-là, donc avec des sanctions à la clé très élevées et qui peuvent faire couler une entreprise, clairement. Donc voilà, toujours sur le sujet du contrôle du travail, c'est plus particulièrement sur le télétravail. Donc un salarié en télétravail ne peut pas être placé en chômage partiel si la charge de travail est normale ou à peu près normale. Par contre, on peut tout à fait le mettre en chômage partiel si sa charge de travail est réduite ou devient nulle. Et dans ce cas-là, il faut prendre des mesures pour prouver justement les heures effectuées ou les heures non effectuées. Il y a des précautions à prendre. Donc on vous conseille de faire un planning de travail par jour, par semaine ou toute autre périodicité, indiquant clairement quelle durée du travail est attendue ou quelles plages de travail horaires sont chômées, des feuilles de temps, des comptes rendus de la part des salariés pour démontrer la durée du travail accompli et le respect des plages de chômage partiel. Donc, il faut privilégier les demi-journées ou les journées travaillées ou chômées pour que ce soit simple et lisible. Le dernier point sur l'activité partielle, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la bascule des arrêts de travail dérogatoires au 1er mai dans l'activité partielle. Donc tous les arrêts de travail, arrêt maladie, garde d'enfants, personnes vulnérables, personnes cohabitant avec une personne vulnérable, eh bien, au 1er mai 2020, ils relèveront du régime de l'activité partielle et non plus des arrêts maladie. Pour l'instant, on attend les modalités d'application de ce sujet. Si vous pouviez revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît, merci, avec les engrenages sur l'adaptation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat juste après celle-ci, s'il vous plaît. Voilà, merci. L'adaptation, justement, pour ceux qui le peuvent, il faut savoir que vous avez jusqu'au 31 août pour verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, alors qu'on avait jusqu'au 30 juin initialement. Donc, c'est 1 000 € exonérés de charges sociales si vous n'avez pas mis en place d'intéressement et 2 000 € si vous avez mis en place un accord d'intéressement. L'obligation de conclure l'accord d'intéressement, donc pour pouvoir bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 €, ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Et je vais terminer ma présentation sur le maintien ou la reprise d'activité. Donc, il ne s'agit pas dans les entreprises pour reprendre ou maintenir son activité de mettre à disposition des masques et du gel hydroalcoolique, ça ne suffit pas. Déjà, pour commencer, il faut faire une étude de faisabilité parce que quand bien même vous voudriez
avoir envie de reprendre dès le 11 ou le 12 mai, il se peut que vos salariés, eux, ne puissent pas le faire parce qu'ils auront des problèmes de garde d'enfants, des problèmes de transport. Important, mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques ou le créer s'il n'existe pas. Il faut démarcher vos fournisseurs, anticiper les achats nécessaires, consulter le comité social et économique, notamment si vous devez choisir entre les salariés, ceux qui restent en activité partielle et ceux qui doivent reprendre. N'hésitez pas à associer le médecin du travail à votre démarche. Envoyez-lui au moins un mail pour prouver que vous l'avez sollicité, peu importe après s'il ne vous répond pas. Il faut informer les salariés, donner des modes opératoires, la date de reprise, les consignes, réorganiser parfois l'entreprise, l'aménagement dans l'entreprise et le sens de circulation dans un escalier ne pas passer forcément en même temps. Faire des démonstrations de l'utilisation de l'équipement, parce que vous avez bien des salariés qui vont mettre à l'envers leur masque. Il faut rassurer également, dialoguer, gérer les angoisses, remobiliser le personnel, donc l'importance aussi d'inclure les managers dans cette reprise. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tracer et documenter toutes les actions que vous allez faire et les adapter en fonction de l'évolution. Il y a l'État qui met à disposition des fiches métiers, des fiches secteurs d'activité. Vous avez également les syndicats dans le bâtiment, les hôtels, cafés, restaurants avec des préconisations pour respecter les mesures de sécurité. Donc, il est important de consulter et d'utiliser et d'afficher ces fiches dans votre entreprise quand vous êtes concerné avec les consignes de sécurité qui sont données aux salariés. Voilà. Donc, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. J'espère que ça aura été clair pour vous. Après, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions complémentaires si besoin, par le biais du chat. Oui, voilà, merci infiniment pour cette présentation, pour ce sujet extrêmement vaste et sensible. Alors effectivement, on a eu beaucoup de questions sur le chat. Donc, je vais poser quelques-unes de ces questions. La première, c'est mon dossier de chômage partiel a été accepté. N'ai-je plus aucun risque de remise en question de l'aide perçue? Justement, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, non, c'est pas parce qu'il est accepté que c'est définitif. C'est une acceptation tacite le plus souvent. Et ça n'exclura donc pas des contrôles par la suite de la justification du recours à l'activité partielle. D'accord. Alors, toujours sur la thématique de l'activité partielle, la question, est-ce qu'il ne faut pas privilégier, est-ce que c'est pas prudent de privilégier la prise de congé à la place de l'activité partielle, peut-être avant l'activité partielle? Bien justement, quand on va sur le site, quand on fait la demande d'activité partielle, il est demandé de renseigner quelles mesures on a mis en place pour éviter de recourir à l'activité partielle. Et dans ces mesures, il y a justement la prise de congés payés ou de récupération. Donc, il est effectivement conseillé. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut apurer si vous avez des compteurs de congés payés N-3, N-2. Là, il faut y aller, il faut les utiliser. Et il est conseillé effectivement de faire poser des congés aux salariés. Vous avez eu en plus des facilités qui ont été mises en place puisque l'employeur peut imposer des jours de repos aux salariés et également l'employeur peut imposer jusqu'à 6 jours de congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance d'un mois. Donc pour les salariés, à condition, là, dans ce cas-là, d'avoir un accord d'entreprise qui le prévoit ou un accord dans votre convention collective applicable, convention collective nationale. Il y a plusieurs conventions collectives qui ont mis en place ça. Donc, il y a l'automobile, j'ai plus en tête, mais il y avait la Syntec, il me semble. Enfin, voilà, il faut regarder dans vos conventions collectives. Il y en a pas mal qui ont intégré ça ces derniers temps. Ok, merci. Une question aussi que l'on a beaucoup reçue dans le cadre de cet épisode Covid-19 et en dehors de la réunion de ce jour, mais qui figure parmi les questions posées dans le chat. Je suis dirigeant, ça génère pas mal de frustration parce qu'on a souvent le sentiment de ne pas recevoir un grand soutien en étant dirigeant d'entreprise. Donc, je suis dirigeant, gérant de SARL ou je suis président de SAS. Quel dispositif existe pour moi pour ma rémunération propre finalement? Eh bien, là, sur la partie sociale, on va dire qu'à part le recours à l'arrêt maladie, voilà, pour personnes vulnérables, garde d'enfants,
il n'y aura pas beaucoup de dispositifs, sachant qu'à l'heure actuelle, enfin, sauf à ce que ça vienne à changer, mais les dirigeants ne sont pas éligibles à l'activité partielle. D'accord. Là, je vais me projeter un petit peu pour l'après-état d'urgence. Il y a des questions qui reviennent beaucoup. La première, c'est mes salariés ne veulent pas reprendre par peur du risque sanitaire. Que puis-je faire? Et que puis-je faire? À partir du moment où vous aurez mis en place toutes les mesures qui sont préconisées par l'État en termes de sécurité dans votre entreprise, les mesures de distanciation sociale, voilà, enfin tout ce qui peut être possible de mettre en place, le fait que le salarié ne vienne pas travailler, donc sauf à justifier bien sûr d'un arrêt maladie, d'une situation, enfin d'un salarié qui soit considéré comme personne vulnérable ou autre, mais sinon pas de justificatif. Et dès lors que vous aurez mis en place toutes les mesures nécessaires dans votre entreprise, ben, ils ne pourront pas refuser de venir travailler. S'ils le font, eh bien, vous pourrez à ce moment-là déduire les heures non travaillées de leur salaire et ils seront considérés comme en absence injustifiée. Et ça pourra éventuellement aller jusqu'à une procédure de licenciement pour abandon de poste. Voilà. Alors, c'est le problème du droit de retrait qui peut être exercé par le salarié. Ce qui est sûr, c'est que si jamais bien, si le salarié fait un recours, il n'y aura que le juge qui pourra dire si ce droit de retrait est justifié ou pas. Mais à l'heure actuelle, ce qui est indiqué, c'est que dès l'instant qu'on a mis en place les mesures de sécurité vis-à-vis de salariés, il n'y a pas de raison qu'il exerce ce droit de retrait. Entendu. Une dernière question, Johanna. Toujours sur la dimension prospective, si mon activité ne redécolle pas à la reprise, quelles vont être mes solutions de recours finalement? Est-ce que le licenciement économique pourra être activé, les ruptures conventionnelles mises en place? Alors, on pourra bien sûr utiliser la procédure de licenciement économique. Il faut savoir qu'elle sera sans doute peut-être à privilégier si vous avez de réelles difficultés économiques, hein, puisque les salariés bénéficient quand même derrière, enfin jusqu'à présent encore, hein, d'une meilleure indemnisation au niveau de l'assurance chômage. Donc, si vous utilisez la rupture conventionnelle plutôt que le licenciement économique, peut-être que ça pourra vous être reproché. Donc voilà, donc licenciement économique. Après, on n'est pas forcément obligé de se séparer de ses salariés. On peut peut-être envisager aussi d'autres solutions, peut-être une baisse du temps de travail. À un moment donné, peut-être que les salariés vont préférer garder leur emploi avec une rémunération un peu inférieure plutôt que de carrément le perdre. Donc, on peut aussi envisager d'autres solutions que de se séparer de ses salariés si c'est possible, si c'est envisageable. Ok, entendu. On sait aussi que l'activité partielle, donc pour certains secteurs d'activité, pourra être prorogée au-delà des limites initialement définies de fin de période de confinement, quoi. Voilà. Bon, merci infiniment pour ces réponses apportées, Johanna. Un petit mot de la fin si tu souhaites. Voilà. Écoute, je vais passer la main, je te remercie vraiment. Je vais passer la main sur la thématique des entreprises en difficulté à Christophe Caron. Voilà, je te laisse prendre la parole, Christophe. Merci Cédric et rebonjour à tous. Je vais aborder dans un premier temps donc l'éligibilité des entreprises en difficulté aux différents dispositifs donc d'aide, de subventions et de prêts. Donc sans revenir dans le détail, ça a déjà été vu, mais en classant ces entreprises en difficulté selon 4 typologies. Donc celles qui sont en procédure collective, c'est-à-dire la redressement judiciaire ou sauvegarde, celles qui sont en plan de sauvegarde ou en plan de continuation, celles qui présentent des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ou à fortiori négatif, et enfin les entreprises qui sont en procédure amiable, soit de mandat ad hoc, soit de conciliation. Donc au niveau des aides de 1 500 € et aides complémentaires, donc soit dispensées soit par l'État, soit par Bordeaux Métropole ou par la Fondation Garance, il faut savoir que toutes ces entreprises en difficulté y sont éligibles. Donc ça c'est relativement simple. S'agissant des avances remboursables, subventions ou prêts à taux zéro proposés par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ne sont pas éligibles les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, au sens de la réglementation européenne, une entreprise en difficulté est une entreprise qui soit est en procédure collective, donc sauvegarde ou redressement judiciaire, et ou présente des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ou a fortiori négatif.
Donc, cette mesure restreint énormément l'accès aux dispositifs proposés par la région aux entreprises en difficulté et donc restent seules éligibles à ces dispositifs les entreprises en difficulté qui sont soit en plan de continuation ou de sauvegarde, soit en procédure amiable, à condition que leurs capitaux propres ne soient pas inférieurs à la moitié du capital social ou négatif. Par contre, au niveau du prêt garanti d'État, donc il y a eu des évolutions récentes qui sont très favorables envers les entreprises en difficulté. Sont éligibles donc les entreprises en procédure amiable, les entreprises qui ont présenté un plan de continuation ou un plan de sauvegarde. Le fait de présenter des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ou négatif ne peut constituer l'unique motif de rejet d'admissibilité du prêt PGE. Voilà. Donc les banques ne peuvent pas, au seul motif que vous avez des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ou négatif, rejeter votre demande. Il faut des motifs complémentaires. Restent les entreprises en procédure collective. Donc aujourd'hui, ne sont pas éligibles au PGE les entreprises en procédure collective, donc redressement judiciaire ou sauvegarde, pour les procédures ouvertes avant le 24 mars 2020 et quand la loi de finances rectificative sera promulguée, seules ne seront pas éligibles les entreprises en redressement judiciaire ou en sauvegarde dont l'ouverture de la procédure est antérieure au 31 décembre 2019. Toutes les autres y sont éligibles et pour les entreprises donc, qui ont fait l'objet d'une procédure collective avec ouverture antérieurement au 31 décembre 2019, par contre, si depuis elles ont déposé un plan de continuation ou un plan de sauvegarde, elles retrouvent leur éligibilité. Donc, en synthèse de ce qui vient d'être exposé, ce qui est à noter, c'est que il y a une typologie d'entreprises en difficulté qui a accès quasiment à tous les dispositifs, c'est celles qui sont en procédure amiable. Donc la procédure amiable n'est pas un frein, je dirais, au bénéfice des dispositifs d'aide ou de prêts ou de subventions. Ce qu'il est à noter également, c'est par rapport aux aides de la région, nous sommes en train actuellement, pour les entreprises qui clôturent au 31 décembre 2019, de clôturer les comptes annuels. Il faut regarder si au bas du bilan, on n'a pas des comptes courants qui ne sont pas remboursés, qui sont bloqués depuis un certain temps, voir s'il n'y a pas lieu de soit les abandonner, soit les faire remonter en haut de bilan, de telle sorte à présenter des états financiers avec des capitaux propres reconstitués, si c'est possible bien évidemment. Mais ça peut présenter un intérêt puisque dans ces cas-là, on retrouverait l'éligibilité au dispositif proposé par la région. Donc, dans une deuxième partie, je vais évoquer le fonctionnement des tribunaux de commerce. Alors, s'agissant de l'ouverture de nouvelles procédures, ce qu'il faut rappeler, c'est que le choix d'une procédure soit collective, soit amiable, répond souvent, le choix est défini selon un critère qui est souvent immuable, c'est celui de l'existence ou non d'un état de cessation des paiements. Un état de cessation des paiements, c'est le fait de ne pas pouvoir subvenir à son passif exigible avec son actif réalisable. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les nouvelles procédures, qu'elles soient amiables ou collectives, ouvertes depuis le 12 mars 2020, l'état de cessation des paiements, la date d'état de cessation des paiements est examinée au 12 mars 2020. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, vous pouvez être en état de cessation des paiements, demander l'ouverture d'une procédure. Si au 12 mars 2020, vous n'étiez pas en état de cessation des paiements, il est possible pour vous d'ouvrir une procédure amiable, même si aujourd'hui vous êtes en état de cessation des paiements, ce qui peut être intéressant. La deuxième chose par rapport aux procédures collectives, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au report dont il a été possible de bénéficier, donc soit le report d'échéances d'emprunt, d'échéances de crédit bail, d'échéances fiscales, sociales
voire de loyer, il a été possible de réduire le passif exigible. Ça signifie quoi? Ça signifie que le passif exigible étant réduit, l'état de cessation des paiements, le risque d'état de cessation des paiements est quand même fortement minoré. Le seul risque que vous avez aujourd'hui, d'être obligé d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, c'est si vous ne pouvez pas payer vos salariés et que vous devez faire appel à l'AGS. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il faut reporter autant soit peu les échéances quand il est possible et privilégier le paiement de vos salariés. Si cela n'est pas possible, il faudra recourir à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour que les AGS puissent prendre à leur charge les salaires. Voilà. Mais sinon, je pense que dans l'immédiat, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne s'impose pas, voilà, dans la majorité des cas. Sachant que pour tout ce qui est ouverture de procédures amiables, donc soit mandat ad hoc, soit conciliation, ces procédures peuvent se faire sur requête donc auprès du président du tribunal de commerce et ces demandes peuvent se faire de manière dématérialisée, donc de manière très simplifiée. Au niveau des procédures en cours, donc au niveau des procédures de redressement judiciaire ou de sauvegarde déjà ouvertes, même si cela n'est pas encore clairement défini, on s'oriente vers une prorogation des périodes d'observation et de sauvegarde de la durée du confinement plus un mois. Voilà. C'est pas encore clairement défini, mais c'est selon vers quoi nous nous orientons. Au niveau des procédures amiables, au niveau de la procédure de mandat ad hoc, il n'y a pas de changement puisque cette procédure n'est pas limitée dans le temps et que elle peut être prorogée selon les besoins autant qu'il est possible. Au niveau des procédures de conciliation qui normalement ont une durée de 4 mois plus 1 mois, ces procédures sont gelées donc pendant la période de confinement et ne reprendront qu'à son terme. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, les 4 mois seront reportés à la fin de la période de confinement. Enfin, pour les entreprises qui sont en procédure collective et qui souhaitent présenter un plan de continuation ou de sauvegarde, on s'oriente donc vers une possibilité de report de présentation donc de ces plans, je dirais de la durée de prorogation de la période d'observation de sauvegarde. Donc, ça veut dire la période d'observation de sauvegarde sera reportée de 3 mois. Pour présenter le plan, on bénéficiera de 3 mois supplémentaires. Voilà. Donc, si on pouvait passer au slide suivant. Donc, sur la dernière partie, donc je vais aborder donc la mise en œuvre des procédures qui pourraient être nécessaires à la pérennité des entreprises. Donc, pendant la période de confinement et lors du déconfinement. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'on est passé, je dirais, sur la période récente, d'un besoin de trésorerie avec des réactions court-termistes. Il fallait éviter les défauts de trésorerie. Donc, on a reporté des échéances, on a fait appel à des aides, à des prêts, à des dispositifs de prêts, de subventions. Ces reports, un jour ou l'autre, il s'agit de reports et sauf cas spécifiques, notamment dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants, ces reports, un jour ou l'autre, il faudra les honorer. De la même façon, au niveau des prêts obtenus, on dispose d'un délai, d'un différé généralement de 12 à 24 mois, mais à un moment donné, il faudra envisager leur remboursement. Donc, ce qui est très important au jour d'aujourd'hui, c'est en fonction de l'activité, de la reprise de cette activité et des besoins d'investissement des entreprises, de préparer des plans de trésorerie et des plans de financement pour anticiper tout défaut de trésorerie à venir et anticiper éventuellement la négociation avec les créanciers, je dirais, de ces dettes qui un jour ou l'autre, il va falloir rembourser. Voilà, donc ça, c'est très important. Voilà, on a agi dans l'urgence. Au jour d'aujourd'hui, même si la reprise de l'activité n'est pas encore acquise,
il faut maintenant poser, je dirais, les chiffres sur la table et voir comment notre trésorerie va évoluer et comment notre activité va évoluer et comment notre trésorerie va évoluer. Pour les entreprises en procédure collective, ce qu'il faut savoir, c'est que compte tenu du contexte actuel et de la reprise incertaine de l'activité, elles ne vont pas pouvoir facilement démontrer leur capacité de retournement à rééquilibrer leur exploitation et dégager un cash flow suffisant pour pouvoir rembourser le passif. Donc, ce qu'il est important là aussi, c'est d'envisager l'avenir, préparer des plans des prévisionnels d'exploitation, des plans de financement, des prévisionnels de trésorerie pour envisager, une fois le plan déposé, les perspectives que l'on a pour rembourser à la fois le passif et faire face également à son activité courante et à ses dettes courantes. Voilà. Ce qu'il faut savoir pour les entreprises en redressement judiciaire ou en sauvegarde, c'est qu'aujourd'hui, leur passif est gelé. La durée moyenne d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde étant de 12 mois. Donc, pour l'instant, ce passif n'est pas dû, antérieur au redressement judiciaire ou à la sauvegarde. Quand on va déposer un plan, le premier dividende annuel n'arrive qu'au bout de 12 mois. Ce qui veut dire que ce passif-là, on va pouvoir en payer une partie, on va devoir en payer qu'une partie qu'au-delà de 24 mois. Donc, l'intérêt aujourd'hui de sortir rapidement du redressement judiciaire ou de la sauvegarde, il est très limité. Il peut être limité à un cas précis. On a parlé tout à l'heure du PGE et des entreprises en procédure collective dont l'ouverture du PGE était antérieure au 31 décembre 2019. Celles-ci, dans l'immédiat, n'ont pas le droit au PGE. Il pourrait peut-être y avoir un intérêt à déposer un plan d'ici la fin de l'année, sachant que le dispositif du PGE continue jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, ces entreprises-là, si elles déposent un plan, donc elles ne sont plus en procédure collective, elles sont en plan. Et on a vu que dans le cadre du PGE, les entreprises qui étaient en plan de sauvegarde ou en plan de continuation étaient éligibles au PGE. Peu importe les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ou négatif. Donc là, il y aura peut-être intérêt et réfléchir à sortir éventuellement sur le deuxième semestre d'une procédure de redressement judiciaire. Pour terminer, depuis le début de mon intervention, j'indique que par rapport aux différents dispositifs proposés, les procédures amiables sont celles pour lesquelles il y a quasiment aucun critère d'inéligibilité par rapport aux aides. Compte tenu de la notion actuelle et de la date d'état de cessation des paiements, on peut éviter les procédures de redressement judiciaire. Donc, pour envisager l'avenir et notamment s'il y a besoin de négocier avec les créanciers, si on voit que on s'oriente vers des défauts de trésorerie, il y a tout intérêt à mettre en place une procédure amiable, donc soit de mandat ad hoc et de conciliation. Donc, ces intérêts, c'est que c'est une procédure qui est simple à mettre en place, donc sur simple requête auprès du président du tribunal de commerce. Il ne faut pas être en état de cessation des paiements ou depuis moins de 45 jours, mais on a vu que là, la notion d'état de cessation des paiements était quand même assez light du fait de l'examen de cette date au 12 mars. C'est une procédure qui ne fait pas l'objet de publicité, donc qui est à la discrétion des parties, c'est-à-dire le président du tribunal de commerce, le chef d'entreprise, qui n'est pas dessaisi de ses fonctions de dirigeant, et du mandataire ad hoc ou du conciliateur. Dernière chose importante, c'est que dans le cas d'un mandat ad hoc, on peut négocier avec tout ou partie des créanciers. On n'est pas obligé de négocier avec tous, comme c'est le cas dans le cadre d'une procédure collective, mais on peut négocier uniquement avec les banques et organismes de financement ou avec les organismes socio-fiscaux ou avec certains créanciers. Donc voilà, donc c'est une procédure qui est très souple, facile à mettre en place et qu'il faut avoir dans un coin de la tête parce que la reprise d'activité ne va pas être simple.
ne va pas être simple. On ne sait pas si le 11 mai, on est en déconfinement, mais s'il y aura peut-être pas un deuxième confinement, selon l'évolution je dirais, de la propagation du virus. Donc voilà, c'est une procédure à garder à l'esprit et à ne pas oublier. Voilà. Parce que ce qu'il faut surtout, c'est éviter, il faut anticiper et prévenir, et éviter de se retrouver dans le mur avec un état de cessation des paiements qui pourrait être préjudiciable. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais tout à fait, Christophe. Tout à fait. Bon, je suis revenu, ça y est. Je vois de l'informatique. Je vous avais dit qu'il y aurait quelques bugs, et en effet, c'est le cas. Donc, on a quelques questions, en effet, Christophe, qui te concernent un peu plus. Donc, ma banque m'a refusé un PGE. Cela signifie-t-il que je dois basculer en redressement ou en liquidation judiciaire? Que dois-je faire? Tu as un petit peu déjà répondu, mais je repose cette question qui a été posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le redressement ou la liquidation judiciaire répond à un facteur essentiel, c'est l'existence ou non d'un état de cessation des paiements. Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on vous a refusé le prêt PGE que vous êtes en état de cessation des paiements. Donc, pas forcément. Je dirais, s'il y a un refus du prêt PGE, la première chose, c'est éventuellement de faire appel au médiateur du crédit. Si ce n'est pas suffisant, il y a peut-être vocation à passer, avant d'envisager une procédure collective, de passer par une procédure amiable, plus souple, pour pouvoir négocier avec les partenaires bancaires ou éventuellement de trouver une autre banque qui pourrait accepter le PGE. Ok. Je ne peux tenir mon plan de redressement judiciaire du fait de la crise. Vais-je automatiquement basculer en liquidation judiciaire? Alors, je dirais si vous vous retrouvez dans un cas, je dirais dans un premier temps, c'est de vous rapprocher de votre expert comptable ou de votre avocat pour voir si effectivement on va se retrouver dans l'impossibilité de payer ce dividende annuel. Dans un deuxième temps, si c'est avéré, il faut se rapprocher du commissaire à exécution du plan, qui est généralement nommé, je dirais, pour la suivi de ce plan de continuation, de ce plan de sauvegarde. Et alors, pour l'instant, rien n'est arrêté, mais sur les dividendes annuels, il se pourrait qu'il y ait un report. Pour l'instant, rien n'est arrêté, mais il se pourrait qu'il y ait un report donc des dividendes entre 3 et 12 mois. Donc, pour l'instant, on est dans l'incertitude, mais c'est quelque chose qui est envisageable. La deuxième chose qui peut être envisagée également, c'est au-delà de ce report, c'est un réaménagement du plan. Un plan, normalement, a une durée de 10 ans maximum. Donc, si vous avez par exemple un plan sur 8 ans, rien ne vous empêche de le réaménager sur 10 ans. La deuxième chose, c'est que le dividende annuel minimum à payer est de 5% du passif, au-delà de la troisième année. Donc, si vous avez un plan sur 10 ans avec des échéances, des dividendes annuels de 10%, rien ne vous empêche de demander à payer cette année un dividende de 5% et de reporter entre le 5 et les 10% sur les échéances suivantes. Voilà. Donc là-dessus, voilà, il faut poser le contexte et puis voilà, ne pas hésiter à faire des plans de trésorerie et puis voilà, contacter son expert comptable, son avocat, le commissaire à exécution du plan. Donc voilà, les personnes qui sont à même de conseiller le chef d'entreprise dans sa prise de décision. Ok. Merci Christophe. Merci Clémence, merci Johanna, merci Cédric aussi pour vos animations. Désolé encore une fois pour les petits couacs techniques que l'on a pu rencontrer. C'était une première. Alors en conclusion, j'ai retenu quelques idées, même si des fois j'étais un peu embrumé dans mes problématiques informatiques. L'existe des aides, ça c'est sûr. Les pures aides sont quand même, quoi qu'on dise, relativement limitées et réduites à une frange entreprise. Il y a eu la possibilité de mettre en place des décalages de charges sociales, fiscales, de remboursement d'emprunts, mais ça reste tout ça que du report. Donc vraiment, l'idée majeure, forte pour la pérennité et la sauvegarde de vos entreprises, c'est anticiper, se projeter, mettre en place toutes les mesures pour sauvegarder votre trésorerie. La trésorerie sera vraiment un enjeu majeur. Plan de trésor, point sur la partie personnelle, soutien des banques, pour pouvoir en fait voir et envisager l'avenir. L'agilité sera aussi une grande force pour vos entreprises.
Donc, je vous remercie chacun de vous pour votre active participation. On a eu pas mal de questions. Donc, encore une fois, je vous le redis, toutes les questions qui ont été posées dans votre chat pour l'objet d'une réponse dans notre foire aux questions qu'on mettra à disposition sur notre site internet. Vous pouvez toujours consulter aussi notre état en fait qui récapitule toutes les aides, toutes les synthèses des aides avec les liens qui ont été faits avec les différents documents en fait officiels ou dossiers officiels. Notre webinaire d'aujourd'hui sera aussi consultable sur notre site internet en replay. Et puis enfin, je vous renvoie aussi vers votre interlocuteur privilégié, votre expert comptable qui est toujours à votre disposition pour vous aiguiller au mieux. Donc, tous vos interlocuteurs avec les pluriels sont à votre disposition et toujours à vos côtés. On essaie de faire au mieux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi par rapport à cette première formation web. Dites-nous ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Face à la densité des sujets, ça pour le coup, on a décalé, donc on s'en excuse. Et d'ailleurs, pour le coup, je pense qu'on refera en fait toutes prochaines réunions web qui seront peut-être un peu plus ciblées, par exemple sur le domaine social. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bonne continuation.